Je commence donc sur ma présentation est intitulée Malraux, Fautrier et la politique dans l'art. Donc, j'ai fait brièvement donc un petit plan parce que les relations Malraux-Fautrier sont pas très connues et aussi le rôle de la CIA dans l'art et l'image aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu. Donc, je commence brièvement par un contexte général de Gaulle et la politique des États-Unis, la stratégie américaine pour dominer la communication mondiale, l'art de Fautrier soutenu par Malraux et comment des artistes américains se sont inspirés puis ont effacé l'apport de cet artiste majeur. La Biennale de Venise, la pression américaine et de ses suiveurs en fait qui voulaient écarter Fautrier du prix qu'il a reçu de 1960. Entre autres, le conflit entre Fautrier et le représentant américain Franz Klein qui montre bien ces tensions-là. Ainsi, pour finir après par Malraux, le rôle de Malraux pour désamorcer la crise avec les États-Unis, notamment mon collègue on a parlé un petit peu et le voyage de la Joconde aux États-Unis. Et puis un petit exemple d'autres actions politiques à travers l'art et la culture, l'exemple du Festival d'art nègre de Dakar. Donc voilà. Dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale de Gaulle a dû lutter afin d'imposer le statut de la France parmi les vainqueurs. Puis de retour au pouvoir en 1958, en fait, il entreprend une politique de la grandeur de la France. Il a farouchement poursuivi une stratégie d'indépendance diplomatique, économique, militaire et technologique face aux géants américains qui restent néanmoins un allié important. Le général cherche à renforcer la cohésion du peuple français, suscitant un sentiment de grandeur, de fierté, de puissance. Il souhaite voir la France compter parmi les plus grands et peser sur le destin de l'avenir du monde. En fait, pour cela, De Gaulle a besoin en fait de s'imposer et sort d'une certaine naïveté parce que les États-Unis veulent historiquement, les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale voulaient un petit peu minorer la France et ce que l'on va voir par la suite. Donc, en plein milieu de la guerre froide opposant bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, le général mène une guerre de marbre selon Nir Seignac, un affrontement diplomatique où la France était à la fois alliée des États-Unis et opposée à certaines de ses méthodes. De Gaulle devient en quelque sorte un résistant face à une volonté d'une hégémonie sans partage des États-Unis que la France puisse prendre sa juste part en tant que puissance dans le monde. En fait, brièvement, le terme qui a été choisi, guerre de marbre, le marbre, c'est en quelque sorte comment il le définit Nir Seignac, le philosophe. Le marbre porte l'image d'une pierre à la fois noble et froide. Ces nuances mêlent diverses teintes dans deux opposés que sont le noir et le blanc. Ces deux couleurs fusionnent et deviennent à certains endroits complémentaires. Les différentes couleurs font à la fois partie de la même pierre, du même bloc, et s'opposent par la personnalité de leur couleur propre. Ils sont à la fois opposés, complémentaires et tous les deux constitutifs du bloc de marbre. Donc c'est une image assez nuancée qui montre à la fois que les États-Unis et la France sont alliés, amis, mais en même temps que chacun défend ses intérêts propres. Et De Gaulle défend donc les intérêts de la France. Voilà, donc les relations entre De Gaulle et Roosevelt, en fait, voilà, les relations entre De Gaulle et Roosevelt sont très mauvaises. Roosevelt veut écarter De Gaulle, les photos le montrent très bien. En fait, on a le général Giraud. On voit parfaitement sur cette photo-là où il y a De Gaulle qui est debout, affirmé, le regard droit, la main tendue. Et Giraud qui regarde vers le bas, un léger sourire, un petit peu. Et entre les deux, il y a Roosevelt qui est presque amusé, qui rigole, qui sourit en voyant cette image-là. Nous avons la deuxième photo qui montre des relations apaisées avec le président Eisenhower.
Par la suite, les relations se dégradent un petit peu avec Kennedy parce que qui refuse que De Gaulle n'admette pas la suprématie des États-Unis, la domination des États-Unis, et donc et puis nous avons ici où les relations se dégradent franchement avec Lyndon Johnson, où on voit même presque on les force à se serrer la main lors de l'enterrement de Eisenhower. La fameuse photo de Gaulle, la politique de Gaulle, donc au Québec, qui parle du Québec libre et qui a aussi mené des tensions importantes. Et De Gaulle et le général Nixon, donc et le président Nixon, qui montrent donc des relations plus apaisées par la suite. Donc on le voit par l'image déjà, pratiquement il y a des images qui montrent une évolution des relations entre De Gaulle et les différentes personnes. Donc dans son contexte, en 1966, la France quitte l'organisation militaire de l'OTAN tout en restant membre de l'Alliance Atlantique. Ce n'est qu'en 2009 que Sarkozy il revient donc dans l'organisation militaire de l'OTAN. Et donc nous avons ensuite, par la suite, donc en fait c'est là que donc nous avons l'art contemporain et la guerre de l'image. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce contexte-là, la CIA soutient, subventionne et oriente les choix du CCL, le Congress of Cultural Freedom, le musée du Guggenheim, les fondations comme Rockefeller, Fondation Ford, des marchands, des artistes, afin d'accélérer la résonance de peintres américains et d'artistes défendant dans le monde la vision américaine, à la fois les marchands et dépolitiser l'art. En fait, il y a deux étapes très importantes qui vont être défendues par les États-Unis. Donc la dépolitisation de l'art en général, ou le doter d'une politisation à faible impact, servant l'idéologie capitaliste et consumériste américaine. Mais en fait, surtout, durant cette période, il faut savoir que il y a la guerre du Vietnam, il y a la ségrégation, il y a pas mal de choses, et les États-Unis aimeraient bien qu'on ne parle pas de ce genre de choses-là. Donc, elle travaille pour créer un art qui sert plutôt ses intérêts directs. Et la deuxième place, c'est remplacer le marché de l'art par un art du marché, un art de marché. Et en fait, c'est la partie, il y a une spéculation qui est mise en place. Cela, en fait, cela va leur permettre d'influencer plus facilement et selon des critères subjectifs et spéculatifs la reconnaissance d'un artiste et des valeurs qu'il défend dans sa création. On va alors promouvoir à coups de millions des artistes américains tels Adolphe Gottlieb, Franz Klein, etc. Et en contrepartie minimiser tous les artistes européens ou français qui ne se soumettent pas à la politique américaine, à la vision totale américaine dont Fautrier va faire les frais, entre autres. Voilà. Nous voyons aussi assez aisément donc une politique assez engagée de propagande américaine et d'élimination du monde de l'art. J'ai la bouche sèche et tout. Donc, par exemple, il y a le Boston Symphony Orchestra qui fait la tournée de l'Europe et qui va partout pour faire rayonner les États-Unis un peu partout. Il y a le film Animal Farm où on voit aussi un peu la vision américaine et qui souligne la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, entre autres. Ou dans le film d'animation, le fermier stupide, brutal et alcoolique ressemble volontairement au tsar Nicolas II. Le vieux cochon, sage l'ancien, est une allégorie de Marx et de Lénine. Les chiens protégeant le pouvoir sont symboles du KGB. La CIA finance également des fondations, des musées, etc. pour promouvoir l'art américain partout dans le monde. Le MoMA, ainsi que des marchands comme Léo Castelli, Tony Shafrazi. Pour l'anecdote, Tony Shafrazi, c'est le personnage qui a
qui a détérioré en fait Guernica, qui s'est fait connaître en peignant Guernica en pleine exposition, et qu'au final est devenu un marchand important qui a travaillé pour la CIA pour faire connaître énormément de bien sûr les galeries Janis, etc. Et donc on peut voir par exemple tout ça, vous voyez, Struggle for Africa, donc la lutte pour l'Afrique. On voit que les États-Unis aussi se placent à travers cette propagande et cette manière d'entreprendre. Donc elle se place à travers des livres, à travers la culture, à travers politiquement. Le livre aussi Lénine, The Man, the Terrorist, the Leader, je crois que c'est assez parlant, le terroriste. Aussi l'art américain depuis 1900 avec le drapeau américain où on met en valeur, on fait énormément de livres pour mettre en valeur l'art américain, etc. Par la suite, excusez-moi, j'ai la bouche. Donc, par la suite, donc ça c'est le contexte général où on voit donc une politique volontaire et assez agressive des États-Unis pour s'imposer. Et n'oublions pas qu'en fait, le rapport avec la France, c'est que la capitale mondiale de l'art, c'était Paris. Et les États-Unis projettent de la récupérer et de passer à New York, ce qui va arriver par la suite. Et d'ailleurs, derrière moi, il y a eu un petit documentaire où Soulage en a parlé. On a parlé où il y a eu une période où les artistes français étaient, soit on suivait la politique américaine et on acceptait par exemple d'exposer avec certains de leurs artistes pour les faire connaître plus rapidement. Donc on utilisait la notoriété de grands artistes qui venaient de Paris pour faire connaître des jeunes artistes américains. Si on n'acceptait pas, on était écarté du marché. Voilà. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, Malraux, Fautrier et la politique dans l'art. Donc, dans ce contexte, ce qu'il y a, c'est que donc Fautrier, Malraux rêvait d'ouvrir un musée sur les multiples photographies, des choses comme ça. Ils en ont beaucoup parlé avec Fautrier. Et Fautrier en pleine gloire après les otages. Il faut savoir que les otages signent en fait le début de l'informel, enfin, et du matérialisme. Donc Fautrier est l'initiateur de deux mouvements majeurs de la deuxième partie du XXe siècle. Francis Ponge disait que pour lui, les deux plus importants artistes du XXe siècle étaient Picasso. Après, c'est des questions de goût. Picasso, la première partie du XXe, Fautrier après 45, en sachant que l'informel matérialisme a inspiré les artistes partout en Europe, l'informalisme argentin, le mouvement Gutai au Japon, de nombreux artistes américains par différents concepts de Fautrier, même si ça a été assez couvert et mis de côté volontairement par les États-Unis de la CIA. Et donc, on voit Fautrier veut démocratiser l'art et créer un concept qui s'appelle les reproductions Aepli. Malraux écrit un texte pour ce concept où il refait des originaux d'artistes avec leur autorisation, des sortes de copies originales, afin que les gens qui ne peuvent pas acheter l'œuvre originale puissent avoir un tableau reconnu qui a une part d'originalité chez eux. Les artistes donnent tous leur autorisation, ils sont très enthousiastes, c'est un concept révolutionnaire, mais les marchands leur disent non, vous allez tout de suite stopper ça parce que ça va faire baisser les prix des originaux et par rapport à la spéculation, et les États-Unis aussi sont absolument contre.